messieurs, Benjamin à la preview, à l'écriture, mais Azad qui lorgnait, hein, je le dis, qui lorgnait dans la réunion de rédaction sur la preview, on le sait, puisque c'est un Wagner sexuel, comme on les appelle. Ils sont peu nombreux dans le milieu, et il ne faut pas se tromper d'adresse, puisque ça peut renvoyer à beaucoup d'autres choses. Mais Azad, mais Azad est très chaud également sur Orlando, donc je m'attends à une preview rondement menée. Le Magic qui se retrouve finalement année 1 après l'arrivée de Paolo Banchero, qui suivait elle-même l'année d'arrivée de Franz Wagner, et un Magic qui retrouve des couleurs, on peut le dire, et un petit peu de féerie, comme son nom pourrait l'indiquer, depuis la fin de cycle des Aaron Gordon, Evan Fournier, Vucevic, qui date un petit peu maintenant, qui commence à dater un petit peu maintenant, et certainement un des young core les plus regardés et enthousiasmants de la part des analytics basket et de ceux qui regardent un petit peu le basket dans l'analyse et autres. Enthousiasmant à l'image de l'intro écrite par Benjamin et de sa preview au global, que je vais lui laisser le soin de résumer tout de suite. Alors déjà, j'espère que la preview a plu à Azad, s'il lorgnait à ce point sur la preview. J'espère qu'il s'est retrouvé un petit peu. Et puis, ouais, effectivement, je voulais dire autre chose, mais je me rappelle quoi. Ce qui est intéressant autour du Magic, effectivement, c'est que on a l'arrivée de Paolo Banchero qui a suscité quand même pas mal d'enthousiasme l'année dernière. Et effectivement, dans l'intro, on reprend le premier match de la saison dernière où il s'était quand même vraiment passé quelque chose autour de Paolo Banchero et de ce qu'il était capable de faire et qui a suscité pas mal d'enthousiasme. Alors, un enthousiasme qui est à mesurer au vu de ce qu'a donné sa saison, mais qui, dans l'histoire du Magic, est quand même un peu de la façon dans laquelle se sont du Magic, c'est-à-dire toujours enthousiasmant. On prenait l'exemple de Shaq, on prenait l'exemple de Penny Hardaway, on prend l'exemple de Dwight Howard, et n'en déplaise à ceux qui pensent que l'histoire d'une franchise ne dit pas grand-chose de sa culture, je crois que c'est impossible de décorréler une institution ou quoi que ce soit de son histoire, parce que la culture, c'est quelque chose qui perdure et qui se transmet malgré tout, donc je pense que c'est quelque chose d'assez important. La saison du Magic, elle a été assez contrastée, on va pas se mentir, avec une première phase, notamment avec Bol Bol dans le 5, là, qui a duré un petit moment, qui était absolument catastrophique, et une deuxième phase qui a été beaucoup plus intéressante. Ils ont fini la saison par un 29 victoires pour 27 défaites, et sachant que les 4 dernières, ils les ont un peu jetés à la fenêtre. On a eu une équipe qui avait plutôt une identité défensive durant plutôt, même si c'est pas une top défense, et qui par contre avait une attaque absolument catastrophique, aussi bien en termes d'efficacité qu'en termes de qualité visuelle. Dans la preview, vous allez retrouver un petit bout quand même sur le changement de GM qui a eu dans l'été, avec l'arrivée d'Anthony Parker et sa culture assez européenne, qui a eu un super parcours en G-League et qui vient terminer l'ère John Hammond, qui est un expert un peu en freak, qui a adoré, qui est passé par Milwaukee, qui a drafté Giannis, que ce soit à Milwaukee ou à Orlando, a toujours importé cette idée d'amener un peu des monstres physiques dans cette équipe. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, Orlando, ils ont réussi à construire une base autour de leurs 5 majeurs, Markel Fultz, Gary Harris, Wagner, Banchero et Carter, et que maintenant le sujet c'est un peu de les entourer. Et donc le fait qu'ils aient changé de GM, je trouve se poser la question de comment ils vont. Il y a deux grandes questions qui se posent sur la question du Magic, qui sont des questions collectives. La première, c'est la question de la santé. Parce que le Magic, l'année dernière, c'est une équipe qui n'a eu que 3 joueurs qui ont dépassé les 61 matchs. 61 matchs, c'est à peu près les 3. À titre de comparaison, parce qu'on pense qu'ils vont jouer le play-in, Atlanta et Miami, 9e et 10e, ont eu 6 joueurs qui ont dépassé les 61 matchs pour Miami. Alors, j'estime que ça a été une hécatombe permanente. Et 8 matchs pour Atlanta. 8 joueurs, pardon, excusez-moi, 6 joueurs. Donc, il y a un gros questionnement physique des joueurs, notamment de Markel Fultz et de Gary Harris, qui ont manqué beaucoup de matchs ces dernières années et qui sont en fin de contrat. Et la deuxième grande question, pour moi, autour du Magic, elle est autour de leur attaque. Ils ont une forme d'attaque qui est absolument indigeste l'année dernière, qui consistait essentiellement dans du jeu de relance et pics successifs. 7e équipe qui joue le plus de pics l'année dernière, avec un niveau d'efficacité qui est très très bas. Donc on a essayé de se concentrer un peu sur les critères qui peuvent permettre de rendre une attaque de pic efficace. Pour nous, il y en avait 3. Premier critère, les porteurs de balles. Là, on s'est dit, ils sont plutôt pas trop mal. Fultz,
et Wagner sont plutôt bons. Après, il y a la question de la pose d'écran. On s'est dit que c'était pas trop mal, même si ça pouvait être mieux. Et puis surtout, il y a la question de l'efficacité des shooters autour pour pouvoir profiter des décalages qui sont créés par le pic. Et là, pour le coup, le bas blesse. Si on sort de Gary Harris, vous avez un tableau détaillé dans la pré à regarder. Mais si on sort de Gary Harris, les qualités de catch and shooter et de pourcentage même global à 3 points des joueurs sont en fait relativement faibles. Et donc, ça pose la question de comment on entoure le pic, parce qu'on ne pense pas que sans changer de coach, ils vont changer de forme d'attaque. Soit on se dit qu'on a des jeunes joueurs qui ont la capacité de progresser parce qu'ils vont rentrer dans leur deuxième, troisième saison et qu'il y a une espèce de progression naturelle sur le shoot dans la continuité. Soit on va plutôt vers aller recruter des joueurs qui sont plus efficaces au tir. Et on a vu qu'ils avaient un intérêt notamment pour Buddy, qui pourrait éventuellement venir sur un trade avec le draft plus Cole Anthony. Enfin, la dernière question, forcément, c'est la question autour de la progression de Banchero, qui est sans doute centrale autour du projet que veut avoir le Magic. Est-ce que Banchero, c'est un joueur qui te permet à terme, 3 à 4 ans, d'atteindre un top 6 de conférence, ou est-ce que c'est un joueur qui en fait te fait plafonner? On a eu longtemps ce débat avec Jérém, qui te fait plafonner et qui fait que tu vas en fait tout le temps jouer le play-in et jamais vraiment mieux. En tout cas, de manière factuelle, ce qu'on s'attend à voir autour de Banchero cette saison, c'est un usage qui va grimper, je pense, pour voir un petit peu quel type de joueur il est. L'année dernière, c'était le 21e joueur qui jouait le plus d'isolation. Je pense qu'on va rester dans les mêmes eaux, mais avec un usage global qui va monter. Et en fait, la vraie question, c'est un Jason Tatum, finalement. On a vu que cet été, il a essayé de travailler avec AD sur ce jeu en isolation, ou est-ce qu'en fait, ça doit être un espèce de Pascal Siakam? Et autour de cette question sur Banchero, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont définir ce que veut devenir le Magic à terme. Sachant qu'il a quand même, lui, des qualités assez incroyables. On sait que son efficacité au tir, elle est dramatique. Je crois qu'il est dans les 10 derniers pourcents de la ligne. Par contre, on voit bien qu'il a une agressivité hors pair. Il shootait plus de lancers francs que LeBron, que James Harden. Il était top 15 au lancer franc shooté. Et il faut vraiment voir s'il a la capacité à progresser en isolation. Donc voilà ce que vous allez retrouver à peu près dans la preview. Nous, ce qu'on aimerait voir au-delà des résultats, c'est qu'ils puissent tirer un bilan à la fin de la saison, de voir sur quels joueurs ils peuvent se permettre de construire l'équipe. Ça, c'est une question importante et ça touche notamment la question des blessures. Et est-ce que Banchero, c'est un vrai franchise, un joueur tu peux avoir en première option bis à terme, ou est-ce qu'il faut en fait continuer dans la reconstruction? Mais je pense par contre qu'ils vont vraiment essayer de jouer le play. Moi, par rapport à ça, tu parlais de l'augmentation potentielle de l'usage de Banchero, et effectivement, le fait de pouvoir déterminer à un moment à quel point, en tout cas, dans quelle mesure ils peuvent compter sur lui, à quel point il y a un upside vis-à-vis de Banchero, de Paolo, etc. Sa première année, et tu le montres très bien dans la preview, il y a un problème d'efficacité. C'est une première année, c'est assez convenu et pas forcément problématique, si problématique que ça. Dans tout ce qui était scouting report vis-à-vis de son profil, il y avait quand même l'upside le plus intéressant, c'était peut-être sur son potentiel de playmaking. Et tu disais au tout début de ton résumé que peut-être en termes de playmaking, ça allait vis-à-vis de l'attaque et que la difficulté était peut-être plus dans le shoot à 3 points. Ça, t'en as parfaitement parlé et je pense que c'est un constat qu'on peut tous partager vis-à-vis de cette équipe d'Orlando, surtout que c'est très facilement vérifiable en termes de statistiques et effectivement c'est là où le bas blesse le plus. J'avais quand même la question un peu du playmaking. On sait que pendant très longtemps il n'y avait pas de meneur vraiment, ou en tout cas Jalen Suggs galérait et galère toujours. Markelle Fultz était blessé. Là, Markelle Fultz fait enfin une saison presque pleine avec 61 matchs joués. C'est la première fois depuis 3 ans qu'il arrive à enchaîner un petit peu. J'ai quand même été personnellement assez déçu dans le playmaking global. Alors, est-ce que c'est des limitations réellement intrinsèques aux joueurs, ou est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de coaching derrière et un manque d'inspiration à ce niveau-là? Je te vois hocher de la tête, Benjamin, bah, je te renvoie la balle. Et ensuite, bien sûr, Azad pourra parler un petit peu de Franz Wagner, bien sûr. Alors, sur la question des formes d'attaque utilisées par Orlando, le postulat qu'on a pris dans la preview, c'est de se dire que la forme d'attaque ne va pas changer, parce qu'on ne change pas de coach, mais que du coup, la question, c'est comment rendre cette forme-là plus performante. La conviction de fond, et on en parle dans la conclusion, c'est qu'on n'y croit pas trop, en fait, à la capacité de cette équipe à vraiment progresser dans leur jeu d'attaque. Et c'est pour ça que je pense que ça va être la dernière saison du coach et qu'ils vont changer de coach à la fin d'année.
Sur la création, sur le pic, on a 2 joueurs qui sont plutôt bien, Franz Wagner et Markelle Fultz. Ils vont ajouter Anthony Black, moi je comprends pas trop la draft d'Anthony Black, mais en tout cas, c'est plutôt un bon playmaker sur pick and roll, donc ils ont c'est pas catastrophique en fait, leur création sur le pick. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que dans les équipes qui utilisent énormément le pick, et vous avez d'ailleurs le tableau dans la preview, les équipes qui utilisent énormément le pick et qui arrivent quand même à trouver une efficacité, en fait, c'est des équipes où vraiment les porteurs de balles, c'est autre chose que Franz Wagner et Markelle Fultz. En fait, c'est vraiment des porteurs de balles élite de chez élite. En fait, c'est Atlanta avec Trae Young, c'est Cleveland avec Garland et Mitchell, c'est OKC avec pas tant que ça, mais avec Shea, et c'était Portland avec Damian Lillard. Et ils sont loin, loin de ces choses-là. C'est pour ça que je ne crois pas trop dans la forme d'attaque qu'ils souhaitent avoir, et je ne pense pas qu'à terme, cette forme-là d'attaque va vraiment fonctionner. Par contre, il y a de quoi quand même l'optimiser pour ne pas rester 26e attaque et essayer de monter au moins entre 15 et 20 et se dire que la défense va continuer à progresser et qu'on va avoir quelque chose. Louis MRL qui nous dit dans le chat, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point Banchero est fort, un rookie à ce niveau-là, c'est rarissime, et qui ajoute, beaucoup vont changer d'avis cette année, le début catastrophique du Magic l'année dernière cache leur très bonne fin de saison, c'est d'ailleurs quelque chose que tu notes dans la preview. Benjamin, vis-à-vis de tout ce qu'on a dit à peu près, et pour que tu arrêtes de parler vélo dans le chat, n'est-ce pas Azad, qu'est-ce que tu penses toi de ce Orlando Magic, des points qu'on a pu aborder en premier lieu? Est-ce que tu imagines potentiellement un upside dans l'offense en dehors du changement de coach? Est-ce qu'au contraire tu rallies notre position qui est de dire qu'il y a peut-être un plafond qui se dessine là tactiquement? Qu'est-ce que tu as pensé de cette année du Magic? Je sais que tu as regardé quand même pas mal de matchs d'Orlando et que tu attendais aussi l'équipe au tournant. J'ai plus découvert au fur et à mesure du temps des trucs kiffants chez eux. Mais tu vois, par exemple, au niveau de Banchero, qui est un niveau rarissime comment ça s'appelle, pour un rookie, il est aussi un niveau rarissime d'inefficacité pour un tel volume, hein. Il a 28%, tu vois, cette saison, et il est à 1,05 points par tir. Donc c'est moins que McCollum qui fait une saison pittoresque, appelons ça comme ça. Donc tu vois, si tu es sur une saison qui offensivement se ressemble à celle de McCollum en 2023, enfin, tu vois, je suis pas aussi chaud que ça sur Banchero et surtout sur sa saison et sur son utilisation. Ensuite, moi, pour passer à un step offensif, du coup, ça va être dans l'utilisation de leurs forces un peu d'une autre manière. J'ai l'impression qu'il y a des forces en présence un petit peu et qu'ils ont du potentiel. Tu vois, il y a Harris qui peut apporter du spacing, Markelle Fultz qui peut apporter de la percussion. Mais en fait, ils n'arrivent pas bien à les utiliser. Parce que même Fultz, il va beaucoup driver, mais c'est un des joueurs qui a un plus gros taux de fréquence à la passe sur ses drives. Donc en fait, même s'il est bon à la finition au cercle, il va pas tant y aller que ça. Et tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est un peu mal utilisé les forces en présence. Et alors que défensivement, ils ont réussi un truc vraiment correct. Ils sont top 10 défense sur la saison, et je pense que en plus de ça, ils s'en, ils s'en- ils s'approchent plus du top, enfin d'être au-dessus du top 10 qu'en dessous du top 10, justement grâce à leur fin de saison qui est plutôt bien réussie. Mais c'est vrai qu'offensivement, il va y avoir un truc à jouer aussi sur les transitions. C'est une équipe qui provoque pas mal de turnovers. C'est assez intéressant parce que défensivement, c'est une des équipes qui encaisse le plus de tirs au cercle, alors qu'en même temps, qu'encaisse le plus gros pourcentage de réussite au cercle, alors qu'ils ont une des meilleures défenses. Et c'est parce qu'ils protègent très bien le rebond et aussi qui génèrent des pertes de balles. Et ça, je pense qu'il y a un accent à mettre là-dessus, parce qu'en transition, ils sont très bons. Là, je vais pouvoir parler de Franz Wagner, par exemple, qui a 33 points par possession sur transition, sur un volume qui est assez conséquent. Euh, il y a Banchero aussi qui est très bon sur transition. Il y a Markelle Fultz. Donc en fait, c'est réussir à utiliser les forces en présence pour moi. Et Banchero à la création, c'est genre juste pas une force en présence du tout. Tu vois, les 10 drives qu'il fait par match, il est à 45% au tir. Donc il y a vraiment un besoin qu'il crée mieux des drives, parce que pour lui-même, il a beaucoup de mal. Il est à 0,85 points par possession sur isolation alors qu'il en fait beaucoup. Et même au post-up, il n'est pas très bon. Et Dieu merci
il va sur la ligne de lancer franc. Donc, il a un des plus gros taux de shooting fall percentage, heureusement, parce que sinon, Il est même élite sinon, là-dessus, hein. ouais, Même ouais, élite, c'est hein. Ouais. élite. Bah, c'est 96e centile pour son poste, alors qu'il est rookie. Donc, c'est vraiment très, très fort. Mais heureusement, parce qu'il est déjà 10 points en dessous de la moyenne à l'efficacité au tir. Donc, s'il n'avait pas autant de lancers francs, je n'ose pas imaginer où il serait. Jérémy qui nous Donc, dit, je prends la balle au bon parce que est-ce que c'est pas injuste d'utiliser ce genre de stats sur des alors, rookies? Et moi, il y a aussi l'autre penchant là-dessus, c'est dû à quoi? Parce que est-ce que c'est fondamentalement des difficultés à finir? Est-ce que c'est pas aussi un problème? On parle du manque de 3 points. Est-ce que c'est pas une raquette qui est un petit peu trop encombrée et des drives qui finissent sur des aides et qui sont d'autant plus difficiles à rentrer? Je pose la question vraiment. Donc, c'est comment on explique ce truc-là? Est-ce qu'il n'y a pas de l'upside? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est pas aussi l'inverse? C'est-à-dire qu'un tel volume dans une équipe qui, encore une fois, a peu de playmaking et a peu de shoot à 3 points, est-ce que c'est pas une résultante logique finalement, cette baisse d'efficacité sur un tel volume? Est-ce qu'on juge pas un petit peu trop intrinsèquement le talent de Paolo Banchero vis-à-vis de ça, alors qu'il y a beaucoup d'explications extérieures? Alors, je sais pas si là tu veux te lancer aussi, je me lance. Alors, sur la question que je trouve super intéressante de Jérém, qui est de dire est-ce que c'est pas un peu dur de juger ça sur un rookie? J'ai quand même essayé, alors j'ai pas pu le faire pour tous les joueurs, mais j'avais quand même essayé de regarder si on avait des cas, notamment dans les équipes qui ont leur franchise qui a fait le play-in ou leurs deux meilleurs joueurs qui a fait le play-in ou les playoffs, d'un gars qui démarre aussi bas et qui arrive à monter. Et c'est pas pour rien que en fait, j'ai proposé la comparaison Tatum Pascal Siakam, c'est parce qu'en fait, le seul qui s'en rapproche un peu, c'est Pascal Siakam. Mais sinon, tous les autres, que ça soit les Donovan Mitchell, les Jason Tatum, j'avais regardé pas mal de joueurs, les Steph Curry, etc. En fait, ils descendent jamais à un moment donné sous les 20 d'efficacité dans toute leur carrière, même en tant que rookie. C'est-à-dire qu'au plus bas, je crois que le plus bas que j'avais trouvé, c'était Donovan Mitchell qui descend autour des 55 pourcentiles, mais jamais en dessous. Et là, Banchero, il est carrément dans les 10 pires pourcentiles. Donc ça donne quand même une indication de où il part. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une question de tactique qui se pose derrière et de ce qu'on souhaite faire. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un problème de spacing pour l'attaque de cercle à Orlando parce que Wendell Carter, pour le coup, il fait plutôt partie des mecs qui shootent plutôt bien. Et sur la question du spacing, c'est assez important. Par contre, je pense qu'effectivement, cette année-là était une année de test pour Banchero et qu'ils ont essayé des choses avec lui, quitte à ce qu'il ne soit pas efficace là-dessus, pour voir un peu jusqu'où on peut pousser le curseur. Notamment en lui donnant beaucoup d'ISO alors que ça marchait pas trop. Parce que je pense qu'ils veulent voir jusqu'où on peut pousser le curseur et ce qu'il est vraiment. Je pense que ça sera encore le cas cette année et que ça sera à partir de l'année prochaine, ils vont commencer à rationaliser. Ouais, après, ils l'ont quand même choisi en premier choix de draft. Enfin, ils savaient un petit peu ce qu'ils recrutaient. Donc, moi, je trouve ça dommage d'avoir poussé avec un 30% d'usage et autant d'ISO aussi longtemps quand ça commençait à se voir, genre que ça fonctionnait pas, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est dans son utilisation, moi, que j'ai un peu de mal. Et je préférais tu vois, qu'ils reçoivent des ballons un peu plus off-ball. Tu vois, qu'ils soient utilisés soit off-ball sur du stampede, soit off-ball sur du short roll, par exemple, avec du pick. Et en fait, utiliser du coup son avantage de taille et athlétique pour, tu vois, un peu plus là-dedans, vu qu'en fait, quand il reçoit le ballon de manière statique, il n'est pas bon. Donc en fait, il faut créer du mouvement. Et c'est là où, par exemple, quand tu ressors en mouvement, bah, tu peux justement un petit peu cacher ce manque potentiellement de premier pas, tu vois. Donc, à voir comment ils peuvent mieux l'optimiser là-dessus. Et en termes de spacing, ouais, en vrai, ils ont un pivot qui leur permet d'avoir du spacing. Ils jouent quand même assez large. Donc, offensivement, il y a la place, en fait. Peut-être celui qui offre le moins de spacing, c'est le meneur. Mais dans tous les cas, il ne va pas non plus gêner l'accès à la raquette de Banchero. En tout cas, à part s'il y a beaucoup de stunts, mais les défenses ne sont pas aussi prévenantes pendant les saisons régulières. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus trop à remettre en cause le spacing, mais plutôt l'utilisation et le déclenchement des actions autour de Banchero pour mieux l'optimiser. Et peut-être C'est Jedi qu'il a besoin Padawan de gagner en vitesse. C'est Jedi Padawan qui, dans le chat, proposait ça dès le départ de la preview d'Orlando. J'ai dû remonter le chat pour retrouver. Il lui faut un créateur primaire à Paolo, exploiter son passing sur short roll. Ça revient dans aussi ce que tu parlais en termes de mouvement, etc. Ouais, c'est ça. En tout cas, sur
une possibilité d'utiliser Banchero de manière plus efficace, il me semble qu'on a vu des bouts avec Team USA cet été, où ils l'ont joué en poste 4-5 et plutôt orienté poste de pique et finition. Et on a vu dans ce cadre-là déjà qu'il était efficace, et on a vu qu'il était productif, c'est-à-dire qu'il avait du volume. Et en plus, dans un effectif avec beaucoup de talent, on a quand même l'impression, moi je suis assez d'accord avec cette idée qu'il y a un truc autour de Banchero, quoi. On a l'impression qu'il arrive à attirer la balle, qu'il arrive à capter un gros volume de shoot. Enfin, il y a quelque chose d'un peu indicible avec Banchero qui donne l'impression qu'en tout cas, il a beaucoup de caractéristiques pour en faire un numéro 1. La question, c'est jusqu'où il va dans ce truc de numéro 1. Sur la question du playmaking, je pense qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas omettre sur le playmaking, c'est le coach, quoi. Enfin, oui, le playmaking, c'est les joueurs, mais c'est aussi les idées du coach. Et là, les idées du coach, il n'y a rien. Enfin, franchement, il n'y a vraiment rien, quoi. Sur les joueurs, effectivement, il y a Markel Fultz. Peut-être que le recrutement d'Anthony Black, qui est vraiment un copier-coller, enfin, je grossis le trait pour pas qu'on rentre dans les détails, mais un espèce de copier-coller de Markel Fultz, peut-être que c'est aussi pour ajouter du playmaking. Mais j'ai peur que s'il recrute un très bon playmaker ou un très bon missionnaire, par exemple s'il veut recruter un Tyus Jones, que ça n'ait pas changé grand-chose, parce que pour moi, le problème de fond de Ouais. cette attaque, c'est les idées de coach. En attaque, ouais, je suis assez d'accord parce que tu vois, tu parles du passing. Markel Fultz, c'est 96e centile au assist percentage. Comme je disais, il fait des passes sur 12% de ses drives, donc c'est 8e au niveau des joueurs qui font plus de 10 drives par match. Enfin, il y a déjà cette volonté chez certains joueurs d'instiguer du collectif. Mais en fait, déjà, c'est pas sur tous, parce que au contraire, du coup, Banchero est pas du tout dans cette idée-là. Donc, ça manque peut-être un peu d'une philosophie globale en attaque. Mais moi, j'aime bien le coach défensivement, en fait. Et je trouve qu'ils ont une vraie philosophie défensive qui leur a permis, en fait, d'arriver là où ils en sont et d'avoir fait une bonne fin de saison. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile de savoir où est-ce qu'on a envie de se mettre par rapport à ce coach. En tout cas, moi, j'ai du mal à voir un petit peu comment j'ai envie de me mettre par rapport à ce coach parce que c'est vrai que défensivement, il y a de bonnes choses. Après, défensivement aussi, ils étaient la 6e équipe avec le pire pourcentage adverse à 3 points et 3e dans les corners la saison prochaine, la saison dernière. Donc, en fait, ça se trouve, ils ont une bonne défense juste parce que les mecs en face, ils ont mal shooté, quoi. Donc, potentiellement, il y a ça aussi. Et la défense, c'est un peu un leurre. Elle est pas si bonne que ça. Mais c'est vrai que je laisserai quand même encore une année au coach où de toute façon, ils vont rien jouer et voir un petit peu comment ça va se développer autour de Fultz, s'il le garde ou si d'ailleurs il va finir par repartir à l'infirmerie. Et voir aussi, bah, du coup, l'ajout du rookie, voir comment Franz Wagner va passer le step de All-Star. Enfin, je pense qu'en termes de joueurs individuels, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont être développées au fur et à mesure. Mais en termes de coaching, je ne sais pas trop encore où est-ce que ça va aller et comment ça va se mettre en place. Surtout si la défense, en fait, était un leurre et tient pas la baraque la saison prochaine. Cole Anthony, Suggs, Wagner, Banchero, c'est très solide comme corps, nous dit Bamzerito. Il leur manque juste un score de haut niveau, j'imagine c'est ce qu'il veut dire. Je suis Je pense plus pas que Cole nuancé. Anthony et Suggs vont rester. Oui, Je c'est pense pas ça. que Je Cole suis Anthony nuancé et Suggs sur vont Cole rester. Anthony et Suggs à Ouais, moi l'instar de aussi. Benjamin dans la Bah, preview. Suggs, ça va, mais Cole Anthony, ouais, c'est quand même. Oui, c'est pas. Il Ouah. a rien montré Ouais, Suggs encore. Il a encore 2 années de contrat rookie, donc il y a encore de la marge, mais il a pas montré grand chose. Cole Anthony, très inefficace défensivement, c'est pas ça. Ça reste, c'est un joueur bon dont le profil quand même est compliqué, mais justement pour terminer, enfin en partie, enfin pour aller vers la fin en tout cas, on parle de Yonkor, etc. On en est où vis-à-vis de ça? Est-ce que, un peu comme les 2 dernières previews précédentes, c'est quoi du coup les postes à aller chercher en termes de personnel? Est-ce que on reste dans Shoot. l'optique de talent first et d'autres choses à aller chercher et un manque réel à combler par le talent, par la draft? Est-ce qu'on peut viser réellement un peu plus haut? Benjamin, tu as l'air d'être un petit peu Non, négatif moi je pense que là-dessus. non, moi je pense qu'il va avoir du mouvement. Je pense que là, enfin, on l'indique aussi dans la preview, hein, du talent, c'est pas ce qui manque. Si on parle en tout cas de qualité de pick, ils ont énormément de joueurs qui sont top 15 de leur draft. Donc c'est plus ce qui manque. Il y a eu ce changement de GM
moi, m'intéresse parce que je pense qu'il va avoir des trades à faire parce que c'est un échec. Alors, je pense qu'il a une valeur qui est équivalente à zéro. Suggs a peut-être encore un petit peu de valeur. Et je pense que pour le coup, il va avoir des trades. Et je pense que les trades vers lesquels il doit, c'est de la fiabilisation sur le shoot. Donc, on a parlé de Buddy Hield, que la presse d'Orlando, enfin la presse d'Orlando en parle pas mal. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a peut-être effectivement la possibilité d'aller chercher, alors Jordan Poole maintenant on peut plus le prendre, mais il y a la possibilité d'aller chercher un poste 1-2 combo qui s'est à la fois créé. Peut-être que Jordan Poole aurait pu être ça. Mais moi je pense qu'il va avoir des trades. Et je pense que repasser par la draft, là, c'est terminé. En plus, ils ont tellement eu de choix de draft foireux que j'espère qu'ils vont avoir la lucidité de se dire qu'il faut arrêter de passer par la draft et qu'au bout d'un moment, faire des trades avec des joueurs dont tu as un petit peu plus de certitude, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a des assets qui vont être trade aussi potentiellement. Tu vois, un Wendell Carter Jr., je pense que Ah oui. potentiellement c'est un joueur que tu peux trader qui est super intéressant. C'est un intérieur qui t'offre du spacing, qui t'offre de la protection de cercle, qui t'offre un peu de passing en attaque. C'est un peu un connecteur. Enfin, en fait, ça va dépendre où est-ce qu'ils veulent aller. Ça va dépendre potentiellement des résultats avant la trade deadline aussi, de comment ça fonctionne. Et aussi, est-ce qu'il y a des gens qui vont être intéressés? Tu vois, un mec comme Suggs, un mec comme Cole Anthony, je suis pas sûr que tu reçoives beaucoup d'offres non plus, quoi. Donc, pour faire des trades, il faut avoir des, il faut avoir des trucs que des gens ont envie de recevoir et c'est pas, tu vois, c'est pas forcément le cas. Et ceux que les gens ont envie de recevoir, c'est pas forcément ceux que tu as envie d'envoyer. Donc, bah, là, tu l'as un peu dans le cul parce que du coup, tu sais pas trop où est-ce que tu peux aller. Donc, potentiellement, est-ce que t'as pas envie juste de créer de la place pour ceux que tu as envie de développer, voir comment tu veux construire ton attaque autour de Franz Wagner, de Banchero. Et Pouls, j'ai du mal à croire qu'il va rester. Je sais pas, je trouve qu'il ne fit pas avec forcément les besoins de l'équipe. Mais bon, à voir. Après, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Fools, mais c'est juste que je trouve pas forcément que ça fit très bien. Et ils sont déjà un peu stéréotypés et un peu constipés, disons, en termes d'attaque. Donc je sais pas s'ils fluidifient vraiment le jeu. Dans le prolongement de ce que tu dis, déjà, le recrutement d'Anthony Black à la draft, pour moi, nous donne une indication sur ce qu'il pense Mm. de Fultz, quand même, parce que Ouais, même si je crois pas trop Anthony Black sur le profil, ça ressemble parfaitement au profil pour remplacer Fultz. Et il y a quand même un monde où la saison démarre mal, qui n'est pas un monde non plus si hypothétique que ça. Fultz et ouais. Gary Harris sont en fin de contrat à la fin de saison, donc ils sont tradés. Et alors là, derrière, effectivement, ça peut partir un peu en sucette et tu peux tout reconstruire autour de Wagner et de Banchero seulement. Et tu changes de coach en fin de saison, etc. etc. C'est pour ça d'ailleurs que dans la preview, on a bien noté en conclusion qu'un des enjeux pour cette équipe dans l'année, au-delà de play-in, pas play-in, de play-off, pas play-off, c'est de savoir quel joueur tu peux construire à la suite. Et qu'en fait, si tu as la réponse à cette question à la fin de saison, même si la réponse c'est que les joueurs actuels, tu peux pas construire dessus, bah tu auras avancé en fait. Mm. C'est plutôt une bonne Bah, ouais. conclusion à mon sens vis-à-vis de ce Orlando Magic. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter Azad? Bon, on a peu parlé de Franz Wagner. Si tu le fais en 1 minute 30, tu peux. Euh, Avant de laisser peut-être le mot de la fin à Benjamin, bien sûr, rédacteur de la preview écrite. Non, moi je vais laisser les gens aller écouter un épisode du Basket Lab où je vais dire ce que je pense de Franz Wagner. Et du coup, comme ça, je laisse un peu de suspense, puis je fais de la pub à mon troisième patron. Du coup, je laisse finir Benjamin tranquillement. Bah écoute, pour terminer, on a déjà dit un peu la conclusion qu'on fait dans l'article. Je... Il y a quand même un truc autour de cette équipe de Orlando, c'est qu'il y a deux joueurs super excitants, Wagner et Banchero, et que l'année 2 de Banchero, moi, m'intéresse énormément parce que l'intro transpire ça. Mais c'est un joueur qui m'excite beaucoup, en fait, en tout bien tout honneur. Et je suis impatient de voir s'il progresse, en fait, parce que son plafond, c'est pas en 2 saisons qu'on l'aura, mais déjà de savoir s'il progresse, en fait. Donc assez excité. Je pense que c'est une équipe à voir, hein. C'est vraiment une équipe à... Enfin, c'est une équipe à voir. Le problème, c'est que vraiment leur attaque, putain, c'est indigeste au possible. Sur le papier, en tout cas, c'est une équipe à voir. Faut que l'attaque évolue un peu, parce que s'ils gardent la même forme d'attaque,
Moi, l'année dernière, j'ai regardé beaucoup de matchs d'Orlando. Le nombre de fois, je me suis dit, putain, je suis en train de me faire chier là, c'est pas possible. C'était ma C'est arrivé trop souvent, frustration. quoi. Ouais, c'était ma frustration aussi, où j'attendais beaucoup plus de Lyon que ça, et où j'étais assez beaucoup très déçu. Voilà, Ouais. pour parler français.